Voilà, c'était Cuba, histoire secrète, magnifique, somptueux documentaire historique signé Emmanuel Amara, film que nous avons regardé en votre compagnie. Jeannette Abel qui regarde le générique défiler sur cet écran. Bienvenue à vous une nouvelle fois. Merci. Vous avez bien sûr rédigé de nombreux ouvrages sur Cuba. Vous êtes chercheuse spécialiste de cette île contradictoire. Vous êtes chercheuse à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine. Et puis Serge Raffi, qu'on a vu apparaître brillamment dans ce documentaire, puisque vous êtes considéré comme l'auteur de la biographie de référence sur Fidel Castro. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, mais enfin la vôtre en tout cas a eu un grand impact. La première version de ce livre est sortie en 2007 et puis une version réactualisée vient de paraître tout récemment. Alors vous qui connaissez ce personnage de Fidel Castro par cœur, est-ce qu'il vous semble que ce documentaire retrace bien toute cette complexité, c'est-à-dire à la fois la dimension romanesque du personnage et puis tous ces paradoxes qui ont été soulignés? Moi, je ne cache pas que je suis assez bluffé par ce film, parce que c'est la première fois qu'un documentaire télévision va vraiment dans le détail de l'histoire de Fidel Castro, et surtout qui montre bien les contradictions, pas pour s'enfermer dans le problème du tyran ou pas le tyran, mais dans le processus de prise de pouvoir de Fidel Castro. Il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas, que moi je connaissais, mais qui ne sont rarement dites Vous pensez à quoi, par public. exemple? En particulier sur le fait qu'ils ont quand même eu l'agent traitant des frères Castro à Mexico en 1956, qui est le maréchal, qui est maréchal maintenant, Léonov, que moi j'ai rencontré longuement à Moscou. À l'époque, il était encore au KGB. C'était un personnage clé de l'histoire de Cuba. Et donc, c'est vrai que lui raconte qu'il a traité, entre guillemets, les frères Castro et aussi Che Guevara. Et moi, il m'a raconté que autant Raoul et le Che, c'était facile, autant Fidel Castro était un peu une anguille. Il avait du mal à saisir exactement ce qu'il pensait. Et donc, la complexité de la pensée de Fidel Castro et la manière dont s'est construite sa propre histoire, c'est très intéressant parce qu'il n'est pas né communiste. C'est pas quelqu'un par strates successives, voilà. C'est ce que montre très bien le film. Ce que raconte aussi pour la première fois ce film, c'est qu'évidemment, il dit clairement que le KGB était derrière Castro, mais en même temps, et c'est la force de Fidel Castro, il était aussi financé par la CIA, parce qu'à cette époque-là, la CIA était persuadée que Fidel Castro, je parle de 58, en 58, ils sont persuadés à Washington que Fidel Castro, étant le fils d'un grand propriétaire terrien du sud de l'île, marié à une fille d'un ministre de Batista, forcément il va rentrer dans le rang et que de toute manière les États-Unis... épouser la cause américaine dans cette logique de guerre froide où il fallait choisir son camp. Tout à fait, qu'il deviendrait un caudillo à l'américaine, à la latino si vous voulez. Et les Américains se sont lourdement trompés sur le personnage parce qu'il est bien plus malin que ce que croyait la CIA. Alors Jeannette Abel, ce que nous saluions tout à l'heure pour préparer cette émission avec Serge Raffi, c'était la dimension comme ça très factuelle et quasiment rationnelle, chirurgicale de ce documentaire, qui n'est absolument pas, nous semblait-il, un documentaire qui donnait dans l'idéologie. Question pour vous qui vous est vraiment dédiée, est-ce qu'on peut raconter l'histoire de Cuba justement de façon non politique et non idéologue? Ah mais ce documentaire est très politique. Quelque chose me disait que vous alliez absolument, le juger de cette façon. Beaucoup d'idéologie. J'ajoute même que dans la dernière partie, je trouve très people. Alors, alors parlons du people plus tard. Où est l'idéologie selon vous? Dans quels aspects? L'idéologie, c'est un récit de la révolution cubaine qui escamote certaines dimensions absolument fondamentales de cette révolution. Alors, Mais en particulier, le processus révolutionnaire et la victoire de Fidel Castro, c'est pas seulement Robin des Bois qui descend de la montagne pendant 2 ans, qui ont mené à bien une lutte armée, une guérilla qui a renversé la dictature de Batista. C'est un pays qui, dans les années 50 jusqu'en 59, est en pleine ébullition. C'est un pays qui a connu des insurrections civiques massives, des mobilisations qui sont des mobilisations populaires énormes. Vous voulez dire qu'il est la conséquence d'un long processus et qu'il ne surgit pas dans l'histoire de Cuba? Et je vous dirais que je ne suis pas du tout quelqu'un qui apprécie particulièrement les écrits du président Mao, mais là, la guérilla a été un peu l'étincelle qui a mis le feu à la plaine. Mais la situation de Cuba elle-même, on ne le voit pas, et c'est très dommage, c'est une situation où il y a des grèves des ouvriers du sucre, des mobilisations de femmes fantastiques à Santiago. On ne voit pas tout ça. Donc on a l'impression, je parle de la première partie,
Alors, c'est effectivement la dictature de Batista, les liens avec les États-Unis, ça on le voit bien. Ensuite, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer, je trouve que la deuxième partie... Alors justement, vous parlez de Dimension People, pourquoi ? Dimension People, parce que résumer cette histoire à la dynastie de Fidel Castro, enfin, d'abord, il y a des choses erronées. Je m'excuse, de la part, il y a une interview d'Ariel Alarcón, dit Benigno, qui est quelqu'un dont on sait absolument, je vais vous donner un exemple, qu'il a dit des choses, une fois arrivé en France, qui sont absolument fausses. Par exemple, qu'il a été en Afrique avec Guevara. C'est faux. Donc il faut faire très attention quand on C'est la chercheuse qui parle, de la rigueur bien sûr, scientifique. oui. Deuxièmement, quand on dit la dynastie castriste, écoutez, il n'y a pas très longtemps à Cuba. Alors d'abord, la fille de Fidel Castro, elle a un poste, elle est députée. C'est la seule qui s'est abstenue lors d'un vote à l'Assemblée nationale sur le Code du travail. Et elle s'est abstenue parce que les droits des gays, des lesbiennes, etc., LGBT, comme on dit ici, n'étaient pas suffisamment reconnus. Mais pourquoi je comprends bien ? Qu'est-ce qui vous choque dans le fait qu'on associe cette île à une dynastie ? Est-ce qu'on peut vraiment enlever cette île de l'image aujourd'hui de la famille Castro ? Parce que ce que laisse entendre le film, et qui est une version à la fin, sur ce plan, qui, premièrement, ne rend absolument pas compte de la situation actuelle, des contradictions, des difficultés actuelles. Et il y en a beaucoup. Le problème n'est pas de dire que tout va bien, que c'est pareil. Au contraire, ça ne va pas bien. Et on est dans une situation extrêmement compliquée, de crise même, économique en tous les cas, et en partie politique, et une crise de succession. Mais alors, on ne peut pas dire que, par exemple, Miguel Díaz-Canel, qui est peut-être le successeur de Raúl Castro à la présidence, qui n'a rien à voir avec la dynastie, avec la famille, c'est lui, pour l'instant, le seul dont on pense qu'il peut occuper la présidence. Ce qui signifierait qu'on est à la fin d'une dynastie, mais que cette dynastie-là, elle a quand même existé pendant plusieurs décennies. Mais pourquoi vous parlez de dynastie ? Il y a eu deux, d'accord. Une famille au pouvoir. Mais ce n'est pas une famille. Il y a eu... Alors, il est vrai qu'en un demi-siècle, il y a deux présidents, ils s'appellent Castro tous les deux. Enfin, ils ont... Moi, je n'ai jamais entendu mettre en cause. Je parle du passé. C'est pas complètement courant comme situation, quand même. Ah ben oui, mais il y a deux frères. Écoutez, il y avait les frères Kennedy aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la dynastie Kennedy ? Il y a deux frères Castro à Cuba qui ont participé à la lutte armée, pas au même endroit. Bon, et globalement... J'ai jamais entendu quelqu'un remettre en cause ce rôle historique-là. Après, il y a plein de choses à dire. Alors, vous faites sourire votre voisin. Peut-être qu'on va pouvoir souligner vos différences en vous écoutant l'un et l'autre sur les réactions qu'a suscité, et notamment en France, la mort de Fidel Castro. Il y a eu bien sûr toutes ces polémiques autour des propos tenus par Ségolène Royal, on va le rappeler, qui a été envoyé par le gouvernement français pour représenter la France dans le cadre des obsèques de Fidel Castro. Et puis, il y a eu ces propos que d'aucuns ont jugé très choquants, très gênants, puisqu'elle refusait de parler de dictature. En gros, elle disait, voilà, regardez, s'il y a autant de touristes aujourd'hui, c'est que ça n'est pas tellement une dictature. Qu'est-ce qu'elle représentait, Ségolène Royal ? Quelqu'un a dit qu'elle a bu un coup de rhum, mais en réalité, elle a parfaitement assumé ses propos ensuite. Quelle ligne française elle incarnait, Ségolène Royal, Serge Raffi, en tenant ses propos sur Fidel Castro quelques heures après sa mort ? Juste un petit correctif. Un petit préambule quand même, parce que là, on a entendu la voix officielle de l'histoire cubaine, de dire qu'il y a eu deux présidents. C'est pas deux présidents, c'est une dictature depuis le premier jour, avec un parti unique, pas d'élection libre, une presse unique, un seul quotidien, une opposition muselée. Je ne veux pas dérouler le fil de la tyrannie castriste, on ne va pas y passer la nuit là-dessus, c'est pas le plus intéressant, mais de dire qu'au fond, le Cuba, c'est comme aux États-Unis, il y a eu deux présidents, il y a eu deux frères. Non. C'est quand même un parallélisme, en effet, un peu complexe. Ce qui s'est passé. On est dans un système, quand même, qui a été un système mis en place avec la propagande totalitaire communiste. Pourquoi ? Parce que Cuba était une île extraordinairement utile, idéologiquement, politiquement, stratégiquement, pour l'Union soviétique. Tout simplement parce que c'était aux portes de l'empire capitaliste et qu'il fallait que Cuba soit un peu un modèle. Et Fidel Castro, très habilement, avec tout le génie politique qu'il a, il a su utiliser ces armes-là et les moyens de l'Union soviétique pour essayer de présenter un modèle et pour acquérir ensuite une autonomie, bien sûr. C'est arrivé. Voilà. Donc ça, c'est un préambule, mais au prix quand même d'un système totalement totalitaire. C'est une dictature militaire. Il faut savoir qu'à Cuba, 80% de l'économie cubaine est contrôlée par l'armée. Ça, c'est une réalité. Pour répondre à votre question, Ségolène Royal, elle fait partie de cette frange de la gauche française qui continue un peu à être séduite et à rêver d'un Cuba, d'un socialisme tropical à visage humain qui n'a jamais existé, mais
que beaucoup d'intellectuels français rêvaient de voir. Pour lesquels ils ont une vraie tendresse, et j'ouvre des guillemets pour... petite fascination même. Que je vais ouvrir pour le dire. Alors on va par ailleurs regarder cette une de l'Humanité dimanche, parue là encore quelques jours après la mort de Fidel Castro. Fidel Castro, les peuples te remercient, titrait l'Humanité dimanche. Non, ça c'est, voilà, on voit la bonne couverture, référence à Pablo Neruda, puisqu'il s'agit d'une phrase de Pablo Neruda. Est-ce qu'il existe une position, j'allais dire, entre les deux, c'est-à-dire sans être dans le culte et dans la fascination pour ce modèle-là, et regarder la réalité de ce qu'est cette île aujourd'hui? Vous aviez l'air choqué quand Serge Raffi disait le mot dictature. Mais enfin, vous ne dites pas, vous, démocratie? D'abord, je peux pas accepter, et franchement, en plus, je ne peux pas accepter que l'on dise que ce que je dis, c'est la version officielle de l'histoire. Ça, c'est pas possible. Et c'est même pas l'avis des Cubains, je peux dire à Serge Raffi. Ça dépend lesquels. Pas du tout. Non, pas du tout. On va essayer d'être efficace. Quel terme choisissez-vous pour qualifier ce régime? C'est un pouvoir autoritaire. C'est un pouvoir autoritaire. C'est un pouvoir qui a eu des pratiques répressives. Et là, ce qui est un peu compliqué, je vais vous citer ce que m'ont dit récemment des Cubains. Donc, il n'y a pas très longtemps, et qui me semble bien résumer la situation. C'est un pays, c'est une île petite, c'est une je ne comprends pas, même dans les médias français. Cette révolution est un anachronisme insulaire. C'est une anomalie historique, parce que vous avez un tout petit pays confronté à la première puissance du monde. Alors, ce petit pays, dirigé par Fidel Castro, agressé, a mené dans un premier temps, a dû résister à des agressions extrêmement nombreuses, ça on les voit dans le film, et à ce moment-là, n'a pas établi une démocratie dans l'île. C'est absolument incontestable. Oui. Mais je pourrais renvoyer... Régime autoritaire, est-ce que c'est satisfaisant aujourd'hui d'un point de vue strictement sémantique? Absolument. Je vais juste citer un chiffre pour qu'il nous aide à réfléchir. Rien qu'en octobre 2016, selon Amnesty International, il y a encore eu 620 arrestations à Cuba. Est-ce que ce sont aussi les chiffres que vous avez? Ça dit quoi sur ce qu'est Cuba aujourd'hui? Je trouve que ce que dit Amnesty est en général très fiable. Et donc, mais écoutez, il n'y a pas que le noir et le blanc. Avant, il y a eu une répression, et à certains moments, on le voit dans le film, qui a été une répression forte, une répression... Maintenant, c'est une politique, on a quoi? Je ne dis pas que je défends ça. On a une politique d'intimidation, de harcèlement de l'opposition. On arrête les gens, on les relâche, on arrête... Il y a quoi derrière ça? Des tensions très importantes au sein de l'appareil d'État, au sein du Parti communiste. Et il y a surtout le fait que ce pays... qui est l'expression classique, c'est une forteresse assiégée. Ouais. Il y a un problème maintenant exprimé par les Cubains que j'évoquais tout à l'heure. Ils me disent, on a été obligé au début, je parle de Cubains de l'île, on a été obligé d'avoir un système de parti unique, effectivement. Un parti qui ne permettait pas ni la liberté d'organisation, ni la liberté d'expression, mais on n'avait pas le choix, c'était la survie. Le problème, disent-ils, et il faut les écouter, c'est que maintenant, on ne peut pas continuer comme ça. Alors justement, j'allais y venir, et notamment qu'on aborde la dimension économique de la situation de Cuba aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, vraiment, Serge Raffi, vous allez nous le confirmer, il y a deux économies parallèles qui vivent ensemble, celle des dollars et celle des pesos, que le rationnement est toujours une réalité pour la plupart des Cubains qui vivent en gros avec 4 livres de riz par mois, quelques grammes de haricots, je crois qu'il y a 6 œufs par personne, quasiment peu de viande, c'est 20 € de salaire moyen, alors même qu'il y a un afflux touristique majeur, qu'on peut lire parfois dans la presse, qu'il y a maintenant la création d'une sorte de statut d'auto-entrepreneur, que quelque chose est en train de bouger. Ça bouge quoi? À la marge? Je pense que ça bouge. Raúl Castro n'est pas Fidel Castro. C'est pas du tout la même personne. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique. Et quand il est arrivé au pouvoir en 2006, où il a vraiment été président en 2008, il a compris qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Et ce que Raúl Castro a en tête... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, certains disent « Oh là là, il a peur qu'il y ait des émeutes politiques, etc. » Le système politique castriste a totalement anéanti, annihilé l'opposition à Cuba. Il y a une opposition neutralisée, à peu près contrôlée, parce que le système de maillage social est très fort. Et donc là-dessus, il n'y a pas de risque. Le seul risque d'un bain de sang à Cuba, c'est ce que Raúl Castro lui-même a appelé les émeutes des estomacs. C'est-à-dire que le problème à Cuba, effectivement, c'est la faim. C'est la faim. Alors la grande question, c'est est-ce que c'est le système castriste qui a fait naître
pas la famine, mais une espèce de disette à Cuba, ou est-ce qu'au contraire, c'est la faute des Américains? Moi, ce que je pense, ce que je crois, c'est que Fidel Castro a mis en place un système qui, au fond, fait disparaître les classes moyennes pour avoir simplement une basse classe avec des salaires terriblement bas, pour qu'ils soient obligés de faire une forme de mendicité auprès de l'État. La libreta, c'est ce qui permet de survivre à toutes les fins. La libreta, c'est ce carnet de rationnement où on va chercher les matières quotidiennes, le riz, le lait, l'huile, etc., les œufs. Tout ça, c'est donné ou c'est payé très peu dans des espèces de petits magasins d'État. Et donc, c'est une forme de contrôle social incroyablement efficace. Et c'est ça qui est terrible. Et Raúl Castro, quelque part, il sait que ce système-là, il est mort et qu'il faut sortir de ça. Donc, il veut sortir, ne pas avoir des émeutes des estomacs. Donc, pour ça, il a effectivement entamé un processus de privatisation d'un certain nombre d'activités artisanales, les petits métiers, etc. Tout ça, c'est vrai. Et il l'a même dit devant l'Assemblée nationale. Il a pris des décisions très fortes dans ce domaine, parce qu'il a même dit, si on ne va pas vers ce système-là, le pays va s'effondrer. Dernière question, bien sûr, et ce sera la dernière. Toutes les interrogations, les inquiétudes qui existent aujourd'hui, au moment où Donald Trump prend le pouvoir, accède à la Maison-Blanche aux États-Unis, il a eu des déclarations très fortes pour dire qu'il reviendrait sur la politique d'assouplissement menée par Barack Obama. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Oui, je vais vous les donner dans un instant. Mais Cuba, ce n'est pas la Suisse, Cuba, ce n'est pas la Suède. Si vous devez comparer la situation très difficile économique à Cuba aujourd'hui... Vous l'avez dit, qu'on aura compris. Parlons vraiment de ce président-là, parce qu'il nous reste très peu de temps. Juste une chose, parce que ce n'est pas possible de relativiser... Non, on ne peut pas relativiser la situation de ce pays après 50 ans d'embargo, comme vous le faites. Ça, je ne suis pas d'accord. Et même pas d'un point de vue rigoureux. Allez, très rapidement sur Trump, sinon on n'en parlera pas, et c'est quand même très dommage, il nous reste 1 minute d'émission. Mais écoutez, Rex Tillerson... Alors, la dernière épisode, quand même, puisque vous-même vous m'interrogez là-dessus, a eu lieu le 11 janvier, quand le nouveau secrétaire d'État américain a été auditionné au Congrès américain, Rex Tillerson, ancien PDG de ExxonMobil. Il a fait une déclaration qui, hélas, est assez claire, dans laquelle il semble qu'on s'oriente vers une remise en cause, une remise en question de tout ce qui avait été établi par Barack Obama. C'est-à-dire que les liens que Barack Obama, le rétablissement des relations diplomatiques, le démantèlement de certaines des mesures... Il pourrait y avoir un retour en arrière. Etc., qui sont des éléments très positifs, semble-t-il, vont être remis en cause par l'administration de Trump. Et sur ce point-là, au moins, vous serez d'accord tous les deux. Je suis désolée, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus réagir à ce documentaire d'Emmanuel Amara qui nous retraçait comme ça toute l'épopée du castrisme. Sur notre site internet, bien sûr, je renvoie à vos excellents ouvrages, les vôtres et ceux de Serge Raffi. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À très vite sur LCP. Ciao.